étudiants. Déviation sur un National 4. Plusieurs centaines de milliers de chambres, et ça s'accroît d'aller en année. Sur un National 4, il y a une déviation. Et la qualité, l'offre qui est proposée aux étudiants. Bonjour, je m'appelle Eya Belkirat, je suis conseillère EDF pour les entreprises. Dans 500 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D5 en direction de Vertu, Fère-Champenoise. Bonjour, je m'appelle Eya Belkirat, je suis conseillère EDF pour les entreprises. Mes clients entrepreneurs veulent une gestion sans imprévu de leur budget électricité. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D5. Alors, je leur propose un contrat EDF adapté à leur activité, dont la part énergie est à prix fixe de 1 à 4 ans. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur D5. Ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur budget et être plus tranquilles. Appelez-nous au 3022. EDF. Service gratuit, prix d'un appel local. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Contrat à prix fixe de l'énergie hors répercussion des évolutions réglementaires prévues dans le contrat. BFM Business et RMC Découverte. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie sur D43. Dans 100 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur D5. Présente la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Laure Closier. Bonjour à tous et bon réveil, il est 5h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte, c'est la matinale de l'économie qui commence, on est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'est la reculade ce matin sur la guerre commerciale. Donald Trump évoque désormais la possibilité d'un accord commercial équitable avec la Chine. En matière de reculade, ces derniers jours on a été servi. Il y a eu d'abord la hausse des taux américains qui ont calmé Donald Trump, puis la résistance des marchés qui ont fait changer d'avis sur Jérôme Powell. Maintenant c'est au tour du consommateur américain de faire payer le président américain. Débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel à 7h10. Il faut dire que Walmart, Home Depot, le secteur du jouet, ils ont tous alerté sur l'impact direct sur les ventes. Les derniers déroulements sur la guerre commerciale, ça sera dans un instant dans le journal. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie sur D9 en direction de Vérus, Montmirail. Est-ce que c'est le grand retour du marché des crédits carbone? C'est compliqué, hein, un marché entaché par les fraudes, un mécanisme qui permet l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre qui est aujourd'hui boudé par les entreprises. Agnès Pannier-Runacher y croit, la ministre de la Transition écologique va lancer une charte avec une vingtaine d'entreprises à l'occasion de Change Now qui commence aujourd'hui au Grand Palais. Elle sera notre invitée à 7h45. L'actualité, c'est aussi avec Léo Dumas. Bonjour Léo. Bonjour Laure, bonjour à tous. Les titres. Dans 500 mètres, prendre à gauche sur D43, panneau vers Montmirail. Ce matin. Essilor Luxottica profite de ses Ray-Ban connectés. Kering toujours plus dans le rouge. Et puis Catherine McGregor tient bon sur le renouvelable. À 6h30, en pleine guerre commerciale, Bruxelles n'hésite pas à frapper Apple et Meta de l'extorsion économique selon la Maison Blanche. Fallait-il remettre une pièce dans la machine? Anthony Morel nous expliquera tout. Il est 6h pile dans les business, c'est parti. BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique. Votre rendez-vous avec Démépool, réseau d'experts en déménagement pour entreprises et collaborateurs. Démépool, la force tranquille. Good Morning Business. Le jour. Prendre à gauche sur D43, panneau vers Montmirail. Je m'entends très bien avec le président Xi et j'espère que nous pourrons conclure un accord, sinon nous fixerons un prix et j'espère qu'ils viendront ici et qu'ils contribueront et s'ils ne le font pas, ce n'est pas grave. Voilà Donald Trump hier soir depuis la Maison Blanche, le président américain qui relâche clairement la pression sur la Chine dans sa guerre commerciale et qui laisse entrevoir la possibilité d'un accord commercial équitable avec des niveaux de surtaxe plus raisonnables. Margot Fodéré. Oui, selon les informations du Wall Street Journal, les droits de douane sur les importations chinoises pourraient être redescendus dans une fourchette de 50 à 65%. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'ils sont fixés à 145%, donc quasiment 3 fois plus. L'administration Trump pourrait même imaginer un système à double vitesse, à savoir des droits de douane de 35% sur les produits qui ne sont pas jugés dangereux pour la sécurité nationale et au moins 100% pour ceux au contraire qui sont jugés stratégiques pour les intérêts américains. Alors pour le moment, rien n'est fait. D'abord, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a bien fait comprendre que l'objectif, ce n'est pas un accord unilatéral, donc comprenez plutôt une baisse des droits de douane des deux côtés du Pacifique. Je vous rappelle que Pékin applique aussi des droits de douane sur les importations américaines à 125%. Et puis élaborer de tels accords commerciaux prendra plusieurs semaines, voire plusieurs
surtaxe sur la fabrication chinoise. Ils attendent avec impatience un retour en arrière de Donald Trump. Illustration ce matin dans l'industrie américaine du jouet avec Léa Arrojo. Les fabricants américains sont déjà inquiets pour Noël. Depuis l'entrée en vigueur des droits de douane, la plupart des dirigeants d'entreprises de jouets sont dans le flou, comme Josh Taff, le directeur général de Duncan Toys Company. Nous sommes d'ores et déjà pratiquement à l'arrêt. Nous avons cessé toutes nos importations vers les États-Unis avec un tel taux. Je sais que la plupart des fabricants de jouets aux États-Unis ont fait de même. La situation est donc assez démoralisante en ce moment et nous explorons évidemment toutes les options possibles. Près de 80% des jouets américains sont fabriqués dans des usines chinoises, ce qui oblige les entreprises à revoir leur stratégie. Le géant Mattel envisage des hausses de prix de 20% sur les produits chinois pour compenser les droits de douane. Un choc pour les commerçants comme Rita Arens qui a vu ses factures augmenter. L'un des premiers effets que nous avons constaté a été l'augmentation des prix. La semaine dernière, nous avons reçu un supplément tarifaire de 50% sur tous les produits d'un fournisseur et nous prévoyons d'en recevoir d'autres de l'ordre de 125 à 145%. Mais face à l'incertitude, les commerçants espèrent que les jouets seront exemptés des droits de douane. L'année dernière, les États-Unis ont importé près de 15 milliards d'euros de jouets, dont plus de 11 milliards depuis la Chine. Vous avez prévu, ça s'est chargé en résultat aujourd'hui. Et si leur Luxottica annonce que les Ray-Ban Meta, ça marche bien. Oui, le groupe franco-italien. Dans 600 mètres, prendre à gauche sur rue du Sol-Blanc, D18. Affiche des ventes en hausse de 7,3% sur un an au premier trimestre et il confirme ses perspectives pour 2025. Malgré les droits de douane, la direction affirme prendre des mesures de compensation sans en dévoiler la teneur. Alors par contre, c'est très très compliqué pour Kering. Avec des ventes en baisse de 14% sur un an, sous les 4 milliards d'euros au premier trimestre, le groupe est encore plombé par sa marque Gucci qui recule de 25%. Le tout sous les attentes du marché. Kering qui tient aujourd'hui son assemblée générale et le groupe de luxe se prépare à prendre le contrôle de la marque italienne Prendre à gauche sur rue du Sol-Blanc, D18. Valentino dès l'année prochaine. Son actuel propriétaire, le Qatar, pourrait en face devenir un actionnaire important de Kering, pénalisé par la chute de son cours de bourse. Mathieu Pechberti. La prise de contrôle de Valentino va coûter plus cher que... Dans 100 mètres, tournez à droite vers rue d'Écurie, D18. Tournez à droite vers rue d'Écurie, D18, puis prendre à droite sur rue d'Écurie. Prévu à Kering, le groupe de luxe en détient 30% depuis 2023. Dans 100 mètres, prendre à gauche sur allée du Château. Prendre à gauche sur allée du Château, puis tourner à gauche pour rester sur allée du Château. Il doit racheter le solde de 70% au Qatar l'année prochaine. Continuez sur D9 pendant 3 km. Jusqu'ici, il prévoit d'offrir 2,5% de son capital au propriétaire de la marque italienne pour limiter sa sortie de trésorerie. Mais depuis 2 ans, son cours de bourse a été divisé par 3. S'il veut éviter de verser 1 milliard d'euros de plus en cash, il va devoir lui offrir 2 fois plus d'actions. Le Qatar pourrait alors détenir 5% du capital, ce à quoi Kering n'est pas opposé, nous explique une source proche du groupe. Les 2 actionnaires de Valentino envisagent un partenariat stratégique plus large. Le Qatar souhaite développer des parfums grâce au savoir-faire de Kering et réaliser ensemble des acquisitions immobilières. Selon nos informations, il y a 2 ans, il a acheté sur les marchés des actions du groupe de luxe pour entamer son entrée au capital. Et s'il monte jusqu'à 5%, la famille Pinault pourrait même lui ouvrir les portes du conseil d'administration de Kering. Tous les détails autour de l'enquête sur le Qatar et son entrée au capital potentiel de Kering, c'est à lire sur bfmbusiness.com. Une autre assemblée générale cet après-midi, celle d'Engie. Les actionnaires de l'énergéticien devraient largement reconduire Catherine
mais il faudra composer avec la nouvelle coalition au pouvoir en Belgique qui entend de son côté relancer 2 réacteurs jusqu'en 2045 et repousser la fermeture de plusieurs autres sites. Une assemblée générale qui s'apparente à un référendum aujourd'hui en Italie. C'est chez Generali que les actionnaires vont se prononcer sur la reconduction du PDG Philippe Donnet, le français qui porte le projet de fusion avec Natixis dans la gestion d'actifs. Continuez sur D9 pendant 4 km. Mais l'accord est contesté par 2 des plus influents actionnaires du groupe italien. Et puis, renouvellement à suivre également pour Thomas Burbel à la tête d'AXA. Le conseil d'administration de l'assureur fait savoir qu'il proposera un nouveau mandat de 4 ans pour son directeur général. Vote prévu cette fois lors de l'Assemblée générale en 2026. On va beaucoup parler décarbonation aujourd'hui puisque c'est l'ouverture de Change Now. C'est au Grand Palais jusqu'à samedi. Focus sur la décarbonation des poids lourds et du transport de marchandises. Et plein de défis, à commencer par le coût d'un camion électrique toujours 3 fois plus cher qu'un diesel. Autre enjeu, le déploiement des stations de recharge, enjeu sur lequel c'est la Belgique qui a pris de l'avance. Sur place, le reportage de Nathan Cocampo pour BFM Business. En Belgique, les camions électriques sont une réalité. Celui-ci sera chargé en même pas une demi-heure. Le plus grand centre de recharge pour poids lourds électriques. 20 bornes sur le port d'Anvers. Une implantation stratégique pour Milans, co-entreprise de constructeurs de poids lourds comme Daimler ou Volvo. Koen Noyens, chef des affaires publiques. Ça, c'est une site ou un autre site à Anvers, un autre site à Venlo. Donc, d'ici jusqu'à Essen, Duisburg, tu peux déjà aller avec un camion électrique. Objectif, 1700 points de recharge publique en Europe d'ici à 2027. De quoi accompagner la montée en puissance des camions électriques qui ne représentent aujourd'hui que 2% des poids lourds, un tiers d'ici 10 ans selon Milans. Le grand défi de cette station, c'est la puissance nécessaire pour charger le camion en seulement 30 minutes avec une autonomie de moins 400 km pour optimiser au maximum le trajet. Des chargeurs installés par le groupe Equans qui souligne l'importance de la puissance publique. Marc Dirks, CEO d'Equans Belux. Il y a beaucoup de voitures électriques de société en Belgique parce qu'en 2026, il y a une législation qui interdit d'acheter encore des voitures combustibles et ce genre de réglementation accélère énormément le changement du parc voiture. 4 sites ont déjà ouvert en France, à Rouen, Béziers. Tout type de camions peuvent venir se recharger avec des infrastructures pour les routiers, comme dans les stations-service habituelles. Il est 6h10 sur BFM Business et sur MC Découverte. Ne ratez pas ce soir un événement sur BFM Business. Michel Polnareff sera l'invité exceptionnel de Tech & Co. Ça sera à 21h pour nous parler notamment de sa passion de la technologie, mais aussi du développement de son avatar. 21h ce soir sur BFM Business. La bourse. Étienne Braque est avec nous pour les marchés. Étienne, Wall Street s'est repris hier, les journées ne se ressemblent pas. Ah oui, avec une volatilité qui est toujours très impressionnante, avec un rallye qui se poursuit, rallye de courte durée pour l'instant, mais en tout cas qui est bel et bien présent aux États-Unis. Plus 1% hier soir pour le Dow Jones, plus 2,5% pour l'indice tech, le Nasdaq, quand l'Europe était également dans le vert à l'image du CAC 40 qui a retrouvé les 7500 points pour la première fois en l'espace de 3 semaines. Des escalades qui se poursuivent sur les tarifs douaniers, notamment entre la Chine et les États-Unis. Belle reculade quand même de Donald Trump. Et puis dans le même temps, vous avez également eu des informations du FT qui évoquent que la Maison Blanche pourrait reculer sur la mise en place de taxes douanières pour le secteur automobile. Ça vient juste après une parole qui était quand même pas neutre. Elon Musk, qui, souvenez-vous, avant-hier avait dit: je fais tout mon possible pour faire en sorte que le secteur automobile échappe. Je suis pas le seul à conseiller Donald Trump. Au tarif douanier. Dans 600 mètres, prendre à gauche sur avenue des Comtes de Champagne, D933, panneau Vermont, Étoges. En tout cas, ce lobbying, il marche. Et ça a plu hier soir à Wall Street. Et puis on en parlera en détail à 6h30. Mais regardez les résultats trimestriels. Ils rassurent pour l'instant, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, 110 sociétés du S&P 500 ont communiqué leurs résultats. Et sur ces 110 sociétés, 75% d'entre elles ont publié des résultats au-dessus des attentes. Et nous sommes à Bergère-les-Vertus. De Champagne, D933, panneau Vermont, Étoges. Puis prendre à gauche sur les boules. Europe, on verra à 6h30, mais des sociétés comme SAP ont gagné plus de 7%, vous avez Eurofins qui a gagné 12%, bref tout ça, c'est de bon augure pour cette saison trimestrielle qui va battre son plein aujourd'hui. On en parlera tout au long de la matinale, mais BNP, Renault ou encore Sanofi vont publier ce matin, quand après la clôture, ça sera autour de Vinci, Carrefour, Accor ou encore Saint-Gobain. Vous retenez quoi dans les résultats ? Que ça tient. Mais non, en termes de boîte, en termes de... Qu'est-ce qu'il faut regarder précisément ? Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Il faut regarder le chiffre d'affaires, il faut regarder les perspectives qui... Prendre à gauche sur les boules, D39, panneau vers Cézanne, Val-des-Marais. Mais non,
Non, la boîte ce matin qu'il faut regarder, c'est La BNP. boîte qu'il faut regarder. Ah bah oui, BNP, parce que quand vous regardez... Continuez pendant 10 km. Prendre vers rue des Corvées complètement à droite, puis prendre légèrement à droite sur rue des Corvées. Les résultats bancaires aux États-Unis, c'était bon. Les activités de marché, c'est ça qu'il faudra regarder dans la publication de BNP, c'est à 7h. On en parlera dans le journal de 7h30. Absolument, rendez-vous est pris. Dans un instant, le pitch avec Nicolas Leroy de Rouf, une start-up qui veut lutter contre l'isolement étudiant à travers une version réinventée de la colocation. Rouf a quand même déjà levé 20 millions d'euros, objectif louer 1000 chambres à moyen terme. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Elia Belkirat, je suis conseillère EDF pour les entreprises. Mes clients entrepreneurs veulent une gestion sans imprévu de leur budget électricité. Alors, je leur propose un contrat EDF adapté à leur activité, dont la part énergie est à prix fixe de 1 à 4 ans. Ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur budget et être plus tranquilles. Appelez-nous au 3022. EDF, service gratuit, prix d'un appel local. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Contrat à prix fixe de l'énergie hors répercussion des évolutions réglementaires prévues dans le contrat. Good Morning Business, le pitch. 6h15 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le pitch ce matin, c'est avec Nicolas Leroy, directeur général et cofondateur de Rouf. Venez nous rejoindre en plateau. Vous avez 1 minute pour pitcher et après, on débrief. Bonjour. Rouf s'est fixé pour mission de réinventer le logement étudiant. Et donc en 2022, quand on a créé la société avec Tariq Oussama, on est parti du constat qu'il y avait 2 problèmes majeurs dans le logement étudiant, qui étaient la quantité et la qualité. Il manque plusieurs centaines de milliers de chambres et ça s'accroît d'année en année. Le nombre d'étudiants augmente plus vite que le nombre de logements produits. Et la qualité, l'offre qui est proposée aux étudiants est souvent des studios qui, en définitive, isolent les étudiants malgré que ce soit dans des grandes résidences qui sont pas forcément très bien placées. Et donc en fait, nous, notre objectif, c'est de créer des milliers de chambres idéalement placées dans les grandes métropoles de France puis d'Europe et de proposer un logement agréable, confortable, tout équipé, donc, et le faire avec la tech pour diminuer la charge mentale des étudiants et de nos exploitants, et également de le faire dans des lieux où en fait on va rénover de l'immobilier qui est souvent obsolète, où en définitive on arrive à des résidences qui sont bien plus agréables à vivre, avec du collectif, et en ayant par là amélioré les performances des bâtiments qu'on a rénovés. Mais est-ce que c'est de la colocation pour étudiants un peu riches? Alors, parce que vous proposez des services en plus, tout était équipé, j'arrive avec mes valises, et je travaille quoi. C'est exactement ça. On arrive avec ses valises, on s'installe, tout est inclus. Il y a l'électricité qui est prévue, le wifi qui est inclus. Alors après, concernant le prix, notre positionnement, c'est de dire qu'on n'est pas plus cher qu'un logement de même taille dans la rue. Sans service. Sans service. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est le principe de la mutualisation, c'est qu'il va y avoir un seul abonnement internet pour toute la maison, il va y avoir un seul abonnement en eau, plutôt que de chacun paye son abonnement, ici il y a un abonnement qui permet à tout le monde d'en profiter. Mais c'est comme dans une coloc alors finalement? C'est une coloc, sauf que la différence c'est qu'une coloc, on est seul, enfin on est 2, 3 et on est responsable de tout. Là ici on va être plutôt 8, 16, donc il y a une vraie dimension de vie collective, de vie sociale. Ah oui, il faut aimer les autres. C'est vrai que quand on voit les images, ça noce. Non, c'est très beau, ça. C'est assez calme. On se parlait dans Émilie de Paris. Ah oui, c'est ça, j'aurais vu ça quand j'étais étudiant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça n'existe pas. C'est génial. Ça, c'est... Dans 600 mètres, prendre à gauche sur D45. Effectivement, un choix qu'on a fait, c'est de dire de proposer le logement de qualité. Ça, c'est de proposer le logement de qualité, assez beau, assez confortable. Et on dit qu'en fait, c'est la tranche d'âge où le logement est le moins agréable à vivre de globalement toute sa vie. Si on est souvent isolé dans les petits studios, et nous, on va remettre du collectif et remettre des logements agréables pour les étudiants. Ça sent la fête quand on voit les images. C'est vrai que moi, j'ai envie de faire la fête là. Je rebondis ça. Prendre à gauche sur D45. Cette question-là, c'est vrai que c'est intéressant parce que comment vous sélectionnez les dossiers? Est-ce que par exemple on a droit aux APL? Parce que j'ai vu c'est entre 500 et ça va jusqu'à 650 € par mois. Alors oui, il y a droit aux APL. C'est une résidence principale. Enfin, les étudiants peuvent élire résidence principale, donc ils ont droit aux APL. Ensuite, comment on sélectionne les dossiers? Nous, on prend la garantie visale. Donc c'est un dispositif d'État par Action Logement. Et en fait, on favorise tous les étudiants à demander le passeport visal, qui est en fait, c'est l'État qui va garantir leur loyer. Donc ça nous permet de ne pas faire de discrimination vis-à-vis des garants. Donc en fait, quels que soient les revenus des parents, ce qui est souvent la plus grosse source de discrimination pour le logement étudiant, nous c'est quelque chose, c'est un dictat qu'on regarde pas. Mais du coup, vous, c'est quoi votre business? C'est vous achetez des immeubles, vous les retapez et vous les mettez en location? C'est en votre nom propre ou est-ce que vous avez des investisseurs qui vous accompagnent? Alors c'est l'objet de cette levée de fonds qu'on vient de réaliser. 1 million quand même. 1 million exactement.
le taux de rentabilité sur un investissement comme celui-ci, c'est quoi? Parce que là, vous parlez quand même rénovation très très lourde, on voit le mobilier ultra premium, tous les services qui sont intégrés. On sait que l'immobilier, c'est pas toujours facile de faire des investissements. 750 € x 16 sur un appartement. Enfin, même comme ça me paraît. Pas tout à fait des appartements, c'est plutôt des grandes maisons. Ouais. Et donc en fait, ça c'est un choix aussi qu'on fait. On prend que des immeubles qui sont très abîmés. On va pas sur des immeubles de bonne qualité ou justement qui pourraient être loués à des familles qui sont à destination de famille. On va sur des immeubles qui sont très abîmés, donc ça nous permet de les acheter à des prix qui sont assez intéressants. Okay. Ensuite, on fait toute cette rénovation et est-ce qu'il faut vraiment prouver qu'on est étudiant? Juste le fait d'être un jeune, ça marche. Vous êtes intéressé, non? Non, voilà. Ça serait bizarre. Mais non, mais est-ce qu'il faut prouver qu'on fait des études ou... Oui, on se fixe sur les étudiants. Donc il faut avoir la carte étudiante pour avoir un dossier et un appartement. Là, vous en avez déjà des immeubles fonctionnels dans quelle ville ça fonctionne bien? Alors, on en a 9 on a démarré sur Amiens. On est à Lille aussi également. On en a 3 sur Amiens et puis 6 sur Lille. Et ensuite, là, on cherche et on a des projets en cours sur Paris, sur Bordeaux. Et vous voulez pas vous ouvrir à des investisseurs particuliers qui pourraient... Parce qu'il y a quelqu'un qui investit dans toutes les startups dans cette émission, mais je pense à nos auditeurs, à nos téléspectateurs qui sont souvent investisseurs en IMO, en investissement locatif, et je pense que ça pourrait les intéresser, et vous, ça pourrait vous permettre de vous étendre, alors, au-delà de la levée de fonds, je veux dire. Alors c'est une option qu'on a beaucoup explorée dans le passé, en définitive. Le monde de l'immobilier a connu quelques soubresauts ces 2-3 dernières années, ce qui a fait que c'était plus compliqué que se développer sur un modèle où l'investisseur était différent de l'opérateur. Okay. Aujourd'hui, on a souhaité intégrer tout ça dans une seule plateforme qui est Roof, et donc d'où cette levée de fonds de 20 millions d'euros. On reparlera du marché de l'immobilier et ses soubresauts, comme vous dites gentiment, avec notre invité à 6h50, Norbert Franchon du groupe Gambetta, qui viendra nous parler du secteur. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Nicolas Leroy, pour nous présenter Roof par Retail. Votre rendez-vous avec Viewgen Group, leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique. Good morning business, morning retail. Et bien Jaco, on va parler de ces marques comme Aldi, comme Lidl, comme McDonald's, comme Ikea qui se lancent dans une collection de vêtements. Des vêtements Aldi, c'est pas du tout où on attend la marque, ni des vêtements Ikea. Ben là, en l'occurrence, c'est Ikea qui lance des bobs, des sweats à capuche colorés, des t-shirts logotypés au logo Ikea, une collection de 6 pièces qui lui prend le nom de Ortiende. Alors Ortiende, ça veut dire décennie, c'est des produits à petit prix, forcément, un t-shirt à 10 €, un pull à 20 €. Ils sont en vente sur le site internet d'Ikea France, et puis vous pouvez les trouver dans 3 magasins quand même en région parisienne. Faire le suite avec le gros code barre, les devant, alors le code barre, c'est un produit. On va payer très cher. Le code barre que vous voyez passer, ça en fait c'est une ancienne collection, parce que Ikea avait déjà tenté l'expérience il y a 5 ans. Ils avaient lancé une collection capsule avec des t-shirts et des pulls au code barre, mais en fait le code barre c'est un clin d'œil à leur armoire Billy, et puis la marque avait aussi lancé un bob bleu, finalement comme les shopping bags. Moi je lutte contre le bob, alors le bob Ikea, là j'ai la tête qui explose. C'est des goodies, c'est quoi? C'est une vraie collection? Ben oui, là en l'occurrence c'est une vraie collection. Alors de ce que veut faire la marque, ça on ne sait pas encore, elle ne s'exprime pas sur le sujet, mais je suis allée interroger un expert en stratégie de marque, Valentin Richardot, qui m'expliquait que c'était un moyen de renforcer son image de marque, qui plus est c'est symptomatique aussi d'une nouvelle manière de toucher les gens, c'est ce qu'on appelle du soft power. Ici les clients deviennent de vrais ambassadeurs de marque. Et puis j'ai un autre exemple, il y a Boursobank aussi qui a lancé une collection capsule avec des t-shirts, des sweats, également pour une collection capsule de quelques exemplaires. Vous avez aussi des baskets qui sont avec le petit logo de Boursobank à 30 €, et ça c'était en édition limitée, réservée aux meilleurs. Être fan, faut être très fan. Mais avec juste le logo ou c'est écrit Alors là il y avait écrit une année aussi, c'est 1988 si je dis pas de bêtises, et il y avait le petit logo. Faut connaître le logo Boursobank. Faut être un peu très BFM Business. Plus Boursobank qu'Ikea à la limite. C'est sympa, si je devais choisir, mais bon voilà. Ça c'est votre côté
éco. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une vraie stratégie de communication sur le long terme, c'est juste du one shot. C'est quand même un coup de com', faut le dire. C'est pas du tout ça représente pas du tout un business à part entière, mais c'est plus un phénomène social où la marque devient mainstream, très populaire. Il y avait, si on prend le précurseur qui faisait ça, c'est Lidl. Ils ont lancé des claquettes, des baskets, des t-shirts. Ils ont même lancé des escarpins. Les baskets, je sais pas si vous vous en souvenez, elles s'étaient revendues à prix d'or sur eBay. Il y a d'autres qui ont essayé, comme TF1 ou encore RATP. Ils ont installé des corners dans le BHV, notamment à Paris. Et eux, ils surfent vraiment aussi sur cette dynamique très vintage. Rappelez-vous comment c'était avant. Mais nous, on devrait faire du merchandising de FM Business. Mais si j'avais un pyjama BFM Business, je le avec plaisir. Je suis sûr que ça moi, j'ai un mug et on a les petits stylos. J'aimerais bien avoir un petit outil. Je transmettrai à la direction. Merci beaucoup, Eva Jaco. On va parler intelligence artificielle et senior. Good Morning Business. Culture IA. Anthony Morel, beaucoup d'innovations utilisent l'IA pour le maintien des personnes âgées à domicile, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Oui, alors on va commencer par le pire, parce que c'est cette innovation qui m'a donné l'idée de cette chronique. Imaginez un service d'appel téléphonique généré par IA pour que les personnes âgées se sentent moins seules. Alors en le disant comme ça peut sembler sympa, mais en le disant autrement, c'est en gros, vous avez la flemme d'appeler papy ou mamie, et ben l'IA va le faire à votre place. C'est vraiment ça en réalité. Et c'est un vrai service. Ah non, c'est beaucoup plus que ça, parce que maintenant avec l'intelligence artificielle générative, vous pouvez créer une voix artificielle qui va discuter avec la personne en langage naturel, comme si elle était en train de discuter avec un être humain. On fait même pas la différence. C'est terrible quand même. Ah bah c'est terrible. Il y a un côté, encore on les cite souvent, mais Black Mirroresque vraiment total. Vous pouvez gagner 3 quarts d'heure. Ah bah c'est ça, vous gagnez du temps, ça y a pas de souci. Alors ça existe déjà, le service il est commercialisé, c'est 30 € par mois, ça s'appelle InTouch, donc on reste en contact, on pourrait le dire comme ça. Donc vous n'avez pas le temps d'appeler les parents ou les grands-parents, et bien vous avez cette IA qui va d'abord prendre des renseignements. Donc il faut remplir un petit questionnaire d'abord sur la personne pour que la conversation soit personnalisée. Donc c'est est-ce que je sais pas, elle aime la belote, les animaux, la randonnée, j'en sais rien. Et donc l'IA va discuter, va poser des questions, et une fois que l'appel est terminé, vous envoyez un petit résumé, voilà, de comment la discussion s'est passée. Vous avez une petite note de synthèse très très bien faite, et donc comme ça la prochaine fois que vous appellerez, vous serez au courant des dernières nouvelles. Alors les promoteurs de cette technologie, ils expliquent que c'est pour rompre la solitude et que ces appels virtuels qui sont très réalistes, c'est mieux que pas d'appel du tout. C'est horrible parce que votre grand-mère elle ne sait pas. C'est ça, il y a un côté. Et elle parle un robot. C'est la même voix ou pas? Non, alors c'est pas encore la même voix. Je pense que ça va venir. L'étape d'après, c'est ça. On peut cloner votre voix. Alors là, on n'y verra plus que du feu, quoi. C'est vraiment. Tablette, ils savent très bien parler un robot. Et puis au bout d'un moment, vous avez déjà parlé à la version vocale avancée de ChatGPT. Franchement, c'est assez bluffant. Si on vous le dit pas, vous savez pas que vous êtes en train de parler avec une machine. Et dans 6 mois, 1 an, 5 ans, on fera. Ça renvoie chacun à son éthique personnelle. Ça, c'est peut-être pour le pire, il y a des trucs plus positifs. Oui, il y a beaucoup d'innovations algorithmiques au service des seniors. Je vous en donne 2. La première, c'est Zoeker, qui est une start-up française. Ils ont mis au point un système hyper intelligent de détection de chute de personnes âgées, ou on sait plus pour les personnes âgées à domicile, en utilisant l'intelligence artificielle. C'est un petit dispositif qui se branche, qui se connecte à votre box Wi-Fi et qui va analyser les variations dans le champ électromagnétique. Vous savez, on baigne tous dans un champ électromagnétique, il y a des ondes un peu partout. Et en fait, quand on tombe, ça va faire une variation des ondes qui va être détectée par ce dispositif. C'est de l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, on va pouvoir prévenir les secours, les proches, pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Ça, c'est extrêmement malin parce que ça permet un maintien à domicile beaucoup plus long que normalement. Et il y a aussi des robots compagnons. Là, on ne fait pas croire aux seniors que c'est vous qui venez les visiter. Là, c'est vraiment des robots. Les personnes savent qu'ils sont avec un robot. Et pour le coup, c'est vraiment hyper intéressant parce que les robots compagnons, on en parle depuis longtemps. Mais jusqu'ici, ils étaient un peu débiles. Ils n'étaient pas très malins. Avec l'intelligence artificielle générative, on doit pouvoir avoir des interactions beaucoup plus poussées. Je pense à un petit robot comme le Bali qui va sortir cet été, qui a été présenté par Samsung, qui est une sorte de petit BB-8. Vous savez, dans Star Wars, il y a une petite balle robotique qui va servir d'assistant au quotidien. Il va pouvoir faire plein de choses. Il peut jouer avec les animaux de compagnie. Oui, là, dans votre vidéo, il joue avec le chien. Il nous envoie des photos du chien. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, on peut imaginer, il n'a pas été conçu spécifiquement pour les seniors, mais on peut, déjà, si on perd des objets, par exemple, on peut lui demander de le retrouver pour nous. J'ai perdu mes clés, il va aller le chercher. Et puis, il y a un système, surtout, de vidéoprojecteur embarqué qui permet, par exemple, de lancer une visioconférence avec les enfants ou les petits-enfants. Mais vraiment, cette fois-ci, vous allez pouvoir avoir l'écran qui s'affiche sur le mur. Il suffit de demander au robot. Il y a plein d'interactions auxquelles on peut penser. Il va se connecter à tous les objets de la maison. Il va pouvoir s'en servir pour allumer, pour gérer le chauffage, etc. Enfin, voilà, c'est un petit assistant qui pourrait être très
utile aussi pour les personnes âgées. Merci beaucoup Anthony Morel, vous restez là. Dans un instant on va revenir sur Apple et Meta, les amendes qui ont été infligées par Bruxelles. Est-ce que c'est une bonne idée en pleine guerre commerciale? Est-ce que c'est remettre une pièce dans la machine? En tout cas la Maison Blanche qualifie d'extorsion. Extorsion économique. On en parle dans un instant, tout de suite. Good Morning Business, le journal. À 6h30 sur BFM Business et sur MC Découverte. Merci d'être avec nous. Le journal, c'est avec Léo Dumas. Les 3 titres à la une, l'Europe s'en prend à Apple et Meta malgré les menaces de Donald Trump. ArcelorMittal supprime des postes dans la production en France et puis une nouvelle charte sur les crédits carbone. L'Europe a-t-elle rallumé la mèche de la guerre commerciale? C'est la question ce matin, alors que la Maison-Blanche accuse Bruxelles de pratiquer une forme d'extorsion économique après cette annonce hier d'amende infligée à Apple et Meta dans le cadre du nouveau règlement sur les marchés numériques. Alors Anthony Morel, le risque ici, c'est évidemment de relancer le bras de fer avec Donald Trump. Oui, c'est ça, on commençait à croire à une forme de désescalade et là, bim, l'UE qui remet une pièce dans la machine, double amende, 200 millions pour Meta, 500 millions pour Apple, et c'est la première salve d'amende dans le cadre du DMA. Vous savez, on avait beaucoup parlé du Digital Markets Act, c'est cette règlement. Dans 400 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur rue des 4 Victoires, D933. Qui est censée limiter la domination des grandes plateformes américaines, on va le dire comme ça. Si on entre un tout petit peu dans le détail, Apple est accusé d'empêcher les développeurs d'applications de communiquer directement avec les consommateurs, notamment pour leur proposer des promotions s'ils utilisent d'autres canaux, donc en gros les tenir prisonniers si on peut dire. Et puis Meta de son côté est visé pour ne pas respecter la règle qui l'oblige à demander le consentement des utilisateurs quand on combine vos profils Facebook, Instagram pour vous cibler avec de la pub. Ça normalement ils sont obligés de le faire et visiblement ils ne le font pas. Alors officiellement tout ça n'a rien à voir avec la politique ou les tensions commerciales. Sauf le timing peut-être. Voilà, c'est ça. Alors si on peut croire Teresa Ribera, peut-être la commissaire européenne à la concurrence, mais enfin c'est vrai que vu le timing, on a le droit quand même d'avoir quelques doutes, d'autant que Donald Trump, on le sait, a une animosité particulière envers la réglementation européenne sur le numérique. Il l'avait déjà dit, il l'avait qualifié de taxation déguisée et avant son élection, il avait promis à Tim Cook, le patron d'Apple, qu'une fois président, il ne laisserait plus l'Europe profiter des entreprises américaines. Et d'ailleurs les deux entreprises, Apple et Meta, ont réagi. Meta notamment, qui allait assez fort. Ils accusent l'UE de, je cite, mettre des bâtons dans les roues d'entreprises américaines prospères tout en permettant à des entreprises chinoises et européennes d'opérer selon des normes différentes. Ça pourrait être du Donald Trump dans le texte et ça ressemble d'ailleurs à un appel à l'aide à l'administration américaine du genre, vous voyez ce que nous font les méchants européens, comment allez-vous réagir? Alors que Londres, ils sont gentils, ils sont revenus sur la taxe GAFA pour faire plaisir à Donald Trump. Merci beaucoup Anthony Morel. Beaucoup de publications à suivre ce matin alors que le contexte de guerre commerciale pèse sur la saison des résultats. Et dans le secteur automobile tout particulièrement, même s'il y a quand même un constructeur qui semble protégé dans cette tempête, c'est le français Renault qui va publier ses ventes dans 30 minutes. Justine Vassogne. J'ai vécu beaucoup de catastrophes depuis que je suis le patron de Renault, mais aujourd'hui, je ne suis pas le premier à devoir m'inquiéter. Voilà ce que disait Luca De Meo quelques jours avant que Donald Trump impose ses droits de douane à l'industrie automobile. Renault profite en effet de sa position. Il est exposé ni au marché américain, ni au marché chinois. Et en Europe, il fait mieux que l'ensemble du marché depuis le début de l'année. Ces produits comme la R5, par exemple, sont bien reçus. En janvier et février, les ventes de Renault ont progressé de 8% sur le vieux continent, quand celles de Stellantis ont chuté de 16%. Certains invitent cependant à la prudence, car la guerre commerciale pourrait finir par atteindre Renault. La tempête économique générée pourrait pousser les Européens à reporter leur achat, explique un spécialiste du secteur. Les analystes de Jefferies estiment de leur côté que le plus dur est à venir pour Renault, qui a réussi la première phase de son redressement, mais qui doit maintenant être futé sur sa stratégie pour conserver ses parts de marché. Renault qui est donc épargné parce qu'ils ne vendent pas de véhicules aux États-Unis et en Chine. Le coup près est tombé pour les salariés d'ArcelorMittal en France. Oui, le groupe envisage la suppression de 636 postes au sein de 7 sites du nord et de l'ouest du pays. 400 emplois concernés côté production d'après les syndicats, alors que le sidérurgiste confirme aussi le transfert vers l'Inde de certaines fonctions support de tous ces sites européens. Commentaire hier soir de Patrick Martin, le président du MEDEF, qui pointe le rôle de Bruxelles dans les difficultés du secteur. Écoutez. Ce que l'on est en train de payer, ce sont les errements de l'Union européenne sur le prix de l'énergie. C'est par ailleurs une stratégie très offensive, très agressive de la part de la sidérurgie chinoise par rapport
parmi d'autres lignes de produits, si l'on peut dire, alors même que chacun doit être bien conscient que la sidérurgie, que la chimie, qui peuvent passer pour des industries d'un autre temps, sont en fait des industries totalement structurantes, parce que ces produits sont intégrés dans beaucoup de productions et que c'est un enjeu de souveraineté. Donc c'est grave parce que ce sont 600 suppressions d'emplois, mais c'est grave au-delà de ça parce que ça fragilise fondamentalement l'Europe. Voilà pour le dossier ArcelorMittal pris dans la tempête de l'acier européen. Top départ pour le sommet Change Now qui se tient au Grand Palais à Paris jusqu'à la fin de la semaine. 3 jours où les acteurs économiques se réunissent pour réfléchir à leurs émissions de CO2 et à cette occasion, on vous révèle ce matin un sondage OpinionWay réalisé pour Equance auprès de PME et d'ETI. Et ce qu'on voit, Margot Faudéré, ce sont des bonnes intentions mais peu de concret finalement. Exactement, aujourd'hui 94% des industriels estiment que la décarbonation est compatible avec leur activité. D'ailleurs, la majorité des entreprises ont commencé à réfléchir à comment mener ce combat. Mais derrière, moins de la moitié d'entre elles ont déployé des actions concrètes pour décarboner leur activité. Alors, les industriels, en fait, identifient plusieurs freins à la transition écologique. Pour certains, les solutions qui sont proposées sont trop complexes. Pour d'autres, les investissements à réaliser sont trop importants. Et puis, un autre point intéressant qui concerne les déclarations récentes que l'on a pu entendre sur la nécessité de ralentir le rythme de la décarbonation. Eh bien, pour 6 entreprises sur 10, ces propos participent à freiner la transition des entreprises. Concrètement, quand elles agissent, les entreprises, elles font quoi? Alors, la majorité d'entre elles adoptent des gestes de sobriété et d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, pour rappel, c'est le fait d'utiliser des équipements ou d'occuper des bâtiments qui consomment moins d'énergie. Plus de la moitié des industriels aussi ont mis en place des mesures pour réduire leur consommation d'eau et leur consommation de matières premières. Et puis, sur le sujet des énergies à proprement parler, parmi les entreprises qui essayent de remplacer les énergies fossiles, la quasi-totalité d'entre elles ont opté pour des solutions thermiques comme les pompes à chaleur. Et puis, la plupart aussi déploient les énergies renouvelables. Merci Margot. Et puis, à l'occasion de ce sommet Change Now, une quinzaine d'entreprises doivent signer une charte sur les crédits carbone sous l'égide de la ministre Agnès Pannier-Runacher. Une nouvelle étape pour mieux encadrer ce marché trop complexe aujourd'hui. Et c'est une nouvelle page qui s'ouvre, comme nous l'explique Corinne Lepage, l'ancienne ministre, qui publie justement un livre sur le sujet. Écoutez. Si on parle simplement du marché des crédits volontaires, c'est peu de choses. C'est peut-être quelques centaines de millions de dollars à l'échelle planétaire. C'est peu de choses. Notamment parce que manque de fiabilité. Ce que l'on veut faire, c'est un vrai marché contrôlé, réglementé, qui permette aux États comme aux entreprises de remplir leurs obligations. Donc c'est vraiment quelque chose de très carré, très cadré. Pourquoi? Pour être sûr qu'on économise bien des tonnes de carbone, qu'on peut les suivre, qu'on peut les vérifier, qu'on ne les paye pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour arriver à un marché qui pourrait atteindre plusieurs centaines de milliards. On parle entre 200 et 300 milliards de dollars aujourd'hui. Est-ce qu'on peut retrouver la confiance sur le marché des crédits carbone? Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, sera notre invitée à 7h45. Elle y croit. 6h38, la bourse. Étienne Braque, pluie de résultats. Qu'est-ce qu'on retient? Le leader, SAP, première capitalisation européenne, valorisation qui tutoie les 300 milliards d'euros à la bourse de Francfort et un titre qui était en hausse de 10% hier soir après la publication de résultats trimestriels au-dessus des attentes. Rendez-vous compte, la seule partie cloud a vu son chiffre d'affaires progresser de 26% et puis surtout en termes de perspective, SAP se dit confiant malgré les droits de douane parce que vous avez des entreprises qui n'ont pas le choix. Elles sont bien obligées de continuer à investir dans les logiciels, elles sont bien obligées de continuer à s'adapter avec des gains de productivité qui s'appuie sur la technologie. Revenons en France cette fois. Eurofins, plus 12% hier soir à la clôture. Groupe qui confirme ses prévisions. Chiffre d'affaires au-dessus des attentes. Et s'il leur a annoncé hier soir maintenir ses prévisions. Il y avait pas mal d'inquiétudes. Vous savez, des Ray-Ban sont fabriqués en Asie, sont vendus aux États-Unis. Mais le groupe dit pas de problème. On a des usines partout dans le monde. On va réussir à s'adapter. Aux États-Unis, Boeing a gagné 6% hier soir à la clôture. Vous savez, c'était très compliqué pour Boeing ces derniers temps. Eh bien, le groupe maintient sa prévision de cadence de livraison. Et puis surtout a annoncé une perte moins importante qu'anticipée. Le titre a gagné donc 6% à la clôture aux États-Unis, plus 5% pour Tesla, avec Wall Street qui a visiblement été rassuré par les promesses d'Elon Musk d'être plus présent dans son entreprise. Encore une grosse journée aujourd'hui à la Bourse de Paris, puisque 15 sociétés du CAC 40 vont publier leurs ventes. La tendance sera confirmée pour l'instant, malgré un contexte chahuté et une incertitude ambiante. Vous avez quand même des entreprises qui arrivent à rassurer, qui ont fait des gains de productivité énormes. Et ça, visiblement, eh bien pour l'instant, ça plaît aux boursiers. Oui, pour l'instant, tout va bien. Merci Étienne, on continue évidemment de suivre l'ensemble des résultats publiés ce matin avec vous. On va parler de la Tunisie qui veut concurrencer la France sur la thalassothérapie.
Morning Business, le plus. La Tunisie, pays de thalassothérapie, numéro 2 mondial du secteur, qui aimerait bien ravir la première place du podium à la France. Elle possède un certain nombre d'atouts, notamment des infrastructures existantes et surtout le soleil toute l'année. Alexandra Pagé. Plage, Écure, Corbous, ville thermale perchée sur une colline à 1 heure de route de Tunis. Le premier site de thalassothérapie du pays, créé au début du XXe siècle. La station balnéaire est moins connue que Sousse, Djerba ou Hammamet, mais elle offre elle aussi tout ce qu'il leur faut aux curistes comme Mario Paolo, un client italien. Les thalassothérapies primaires. Ici, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup des hôtels de grands luxe, 5 étoiles, qui font ça pendant toute la côte. On part de Hammamet et on arrive jusqu'à Djerba. 60 centres de thalasso, près de 400 spas, dont l'essentiel dans des hôtels. La Tunisie attire 1,2 million de visiteurs et curistes par an dans tous ses centres et peut rivaliser sans aucun problème avec la concurrence internationale. C'est ce qu'estime Raja Haddad, médecin responsable du centre de thermalisme et thalassothérapie d'un hôtel à Corbous. La qualité des services, la qualité des eaux qu'on a, les établissements, l'infrastructure. Il y a ici un lieu aussi bon où ils sont partout dans le monde. Près de l'aéroport de Monastir, la thalasso d'un autre hôtel de luxe accueille en plein hiver des dizaines de touristes de toutes les nationalités. Monique Dicroco, cliente française, vient régulièrement. Les cures coûtent environ 1 000 € la semaine, tout compris, contre 3 000 en France, avec le soleil en prime. Choix de la Tunisie, qualité-prix aussi, c'est toujours pareil, hein. Voilà, il ne faut pas se cacher la face. Chez nous, les thalassos sont très chers. La Tunisie a donc misé sur son potentiel thermal pour notamment sortir du tourisme de masse et monter en gamme, mais le secteur reste peu valorisé, estime Kaoucher Medeb, médecin responsable du centre de thalassothérapie et spa d'un hôtel à Monastir. Ce qui manque pour que la Tunisie vraiment prenne sa vraie position mondiale comme le plus, il n'y a pas que sur la thalasso, mais sur l'entourage de la thalassothérapie, parce qu'il y a aussi l'environnement, il y a comment divertir, comment les attirer par les autres produits. Reste encore à organiser des rotations aériennes plus fréquentes, moins low cost, à améliorer l'état des routes pour faire sortir la thalassothérapie tunisienne de 10 années noires marquées par les attentats et la crise Covid. Le secteur du tourisme dans son ensemble a retrouvé les niveaux de 2010. Il est 6h42 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Dans un instant, avec Norbert Franchon, le président du groupe Gambetta, on va parler d'immobilier. Est-ce qu'on a vraiment les vrais chiffres de la construction? Il en doute, il va nous expliquer pourquoi. Et avec vous, Caroline Noyer, on va revenir sur l'Ukraine. Le plan de découpage de l'Ukraine ne plaît pas du tout à Volodymyr Zelensky. Non, notamment parce qu'il dit potentiellement que les États-Unis reconnaissent la souveraineté russe sur la Crimée. Ça ne plaît pas du tout à Zelensky. Nouvelle tension entre Trump et Zelensky. Je vous en parle dans un instant. A tout de suite. Good Morning Business, la matinale de l'économie. Retour de la matinale de l'économie à 6h48. Notre invité, c'est Norbert Frachon. Bonjour, vous êtes le président du groupe Gambetta. On va parler de construction en France. Comment se porte le secteur? À entendre le gouvernement, on a eu la ministre du Logement il y a quelques temps. Ça va mieux, il y a des signaux, des soubresauts. Vous vous dites non, les chiffres sont faux. Alors je dis que jusqu'en janvier 2025, on était tous d'accord pour dire que 2024 justement serait la pire année de la construction en France depuis 1954. Donc il fallait remonter 70 ans en arrière. On n'a jamais aussi peu construit en France, 260 000 logements. Et puis en février, coup de théâtre, on change la donne, on rajoute 30 000 logements. C'est le gouvernement, l'administration, qui dit on n'a pas suffisamment compté les logements construits, on les a comptés pas assez tôt, pas assez vite, et on rajoute 30 000 et on passe à 290 000 logements. C'est magique, mais quand on va sur le terrain, quand on interroge les promoteurs, mes confrères, quand on interroge les bailleurs, je suis aussi bailleur social, et quand on interroge les constructeurs de maisons individuelles, on les voit pas, on trouve pas, il n'y a pas de chantier en plus, il n'y a pas de bruit en plus, on est toujours à notre sens, au fond de la piscine. Alors on a arrêté de descendre, mais on est encore au fond de la piscine. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est un bidouillage de compte. J'ai pris un compte Excel, une case, je l'ai mis à côté. Pourquoi? C'est un peu ça, c'est vous transformer le temps entre l'autorisation de construire, le permis de construire, et le temps de démarrage des travaux. Et en fait, accepter que 2024 soit la pire année de la construction, c'est accepter que la politique menée par les gouvernements sur le logement depuis 2017 est un échec.
Parce que depuis 2017, on a cassé l'acte de construire. On a enlevé l'avantage fiscal dont bénéficiaient les investisseurs. Le fameux Pinel, il existait depuis 1986. On a arrêté d'artificialiser les terrains. Ça s'appelle le zéro artificialisation, donc plus de terrain disponible. On a pompé 1,3 milliard de trésorerie chez les bailleurs sociaux. Au final, quand vous rajoutez ça à ce que vous allez évoquer juste après, le contexte géopolitique qui est brûlant, eh ben on a asphyxié l'immobilier neuf en France. Mais Norbert, c'est-à-dire qu'on refuse toujours de mettre en place une politique du logement, peu importe le gouvernement. En fait, on n'arrive pas à prendre en considération ce thème dans sa globalité et à agir. Depuis, jusqu'à l'arrivée de Valérie Létard au gouvernement, effectivement, le logement, c'était l'angle mort de la politique. Jusqu'à, ça veut dire que depuis qu'elle est là, il y a eu un changement. Oui, il y a eu un vrai changement de discours, de méthode, des mesures qui vont dans le sens du secteur et un discours enfin favorable. Mais le logement, c'est long. Elle est arrivée en septembre. En plus, on connaît l'instabilité. Elle a été démissionnaire avec le gouvernement, renommée. Et donc, enfin, la politique du gouvernement, le logement revient dans la politique du gouvernement, mais c'est aussi vrai chez les élus locaux. On est à 1 an des élections municipales, on est à 2 ans des présidentielles. Et donc, on est à un moment aussi crucial pour l'économie française. Le ministre des Finances cherche 40 milliards d'euros. Si on produisait autant de logements en 2025 qu'en 2017, c'est pas il y a si longtemps que ça, 2017, eh ben on créerait 7 milliards de recettes fiscales en plus, c'est de la TVA. Bon, 40 milliards, 7 milliards, c'est pas, on n'a pas fait toute la totalité, mais on a fait 20%. Et surtout, on ferait 35 milliards d'activités en plus. 35 milliards, c'est un point de PIB, et on ferait quoi? On répondrait juste à un besoin vital, loger les Français. C'est toujours le sujet à considérer l'immobilier comme une recette potentielle et non pas comme un coût. Merci beaucoup Norbert Fanchon d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie, président du groupe Gambetta. On part en Ukraine. Good morning business. Le monde qui bouge. Caroline Loyer, Donald Trump s'en prend à nouveau à Volodymyr Zelensky. Il l'accuse de bloquer les négociations avec la Russie, alors même qu'il dit lui-même qu'il serait proche d'un accord. Zelensky n'a pas les cartes en main et en plus de cela, il tient des propos incendiaires. Une fois de plus, le président américain ne mâche pas ses mots. Au cœur de ces nouvelles tensions, la Crimée, d'après des informations publiées dans la presse américaine, Washington pourrait reconnaître l'annexion de la péninsule par Moscou en 2014. Hors de question pour le président ukrainien, ce serait une violation de notre constitution, c'est notre territoire, le territoire du peuple, il n'y a rien à ajouter, dit-il. Un pays qui défend sa souveraineté nationale, il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère du dirigeant américain. La situation de l'Ukraine est désastreuse, Zelensky peut avoir la paix ou se battre pendant encore 3 ans avant de perdre l'ensemble de son territoire, lui répond-il. Il faut dire que Caroline, une reconnaissance de souveraineté de la Russie sur la Crimée, ça serait quand même un basculement, un bouleversement majeur. Absolument, Laure, puisque depuis plus de 10 ans, le positionnement de Washington est le même. Le territoire a été saisi par la force en violation du droit international. Et c'est sur quoi Volodymyr Zelensky s'appuie. Il est allé jusqu'à publier sur Telegram une déclaration de l'administration Trump de 2018 s'opposant à l'annexion, document signé de la main de Mike Pompeo, chef de la diplomatie à l'époque. De quoi donc irriter Trump un peu plus. Trump qui est un président qui perd patience, qui est frustré en ce moment selon les termes de la Maison Blanche. Pourquoi? Eh bien parce que ces déclarations de Zelensky interviennent alors qu'ils se sont proches, très proches d'un accord. Écoutez-le. Je sens que la Russie est prête. Je pense que nous avons un accord avec la Russie. Et nous devons parvenir à un accord avec Volodymyr Zelensky. Je pensais qu'il serait plus facile de négocier avec lui. Jusqu'à présent, cela a été plus difficile. Maintenant, ça va. Et je pense que nous avons un accord avec les deux. Un accord avec la Russie qui favorise complètement la Russie en fait. Oui, alors encore une fois, le contenu de cet accord n'a pas, de ce plan de paix, comme l'appelle Washington, n'a pas été officiellement annoncé, mais depuis l'Inde, J.D. Vance a donné quelques précisions. Au-delà de la Crimée, Kiev devrait céder les autres régions occupées à l'envahisseur, soit environ 20% du territoire. Autre revendication du Kremlin qui pourrait être satisfaite, que l'Ukraine s'engage à ne pas adhérer à l'OTAN. Et ce n'est pas tout, Donald Trump prévoirait aussi de faire passer sous contrôle américain la centrale nucléaire de Zaporijia qui est actuellement occupée par les Russes. Ils en ont pris possession. Les autorités ukrainiennes s'opposent catégoriquement au moment où on se parle à tous ces points. La seule concession de la Russie en fait c'est d'arrêter la guerre. C'est ça qui reste dans le plan. Que dit l'Europe de ce plan? L'Europe n'est pas vraiment d'accord non plus. De manière très diplomatique, la France rappelle que le respect de l'intégrité territoriale est une exigence forte des Européens quand les Britanniques, eux, soulignent qu'il appartient à l'Ukraine.
l'Ukraine de décider de son avenir, s'affirmer, essayer d'être audible, de se faire entendre tout en ne froissant pas Washington. Les Européens marchent sur des œufs. À la dernière minute, Marco Rubio a décidé de ne pas se rendre à Londres pour la réunion organisée dans la foulée de celle de l'Elysée. C'est un homme très occupé, justifie le département d'État américain. Idem pour Steve Witkoff, l'envoyé spécial qui préfère se rendre à Moscou en fin de semaine. Après avoir promis de mettre fin à la guerre en 24 heures, Donald Trump s'était donné 100 jours. On est bientôt aux 100 jours. Entre Poutine et Zelensky, je n'ai pas de favori, dit-il. Les faits parleront d'eux-mêmes dans les jours à venir, très certainement. Le monde qui bouge, c'est à retrouver un replay, un podcast sur l'application BFM Business. Dans un instant, le journal de 7h, on va revenir sur les dernières reculades de Donald Trump. Désormais, ça concerne la guerre commerciale avec la Chine. Est-ce que c'est le consommateur américain qui a fait plier le président américain? Débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. À tout de suite. BFM Business et RMC Découverte présente la matinale de l'économie. Good morning. Dans 400 mètres, prendre N4 vers Paris, Provins. Business avec Laure Closier. 6h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'est la reculade sur la guerre commerciale. Prendre N4. Donald Trump évoque désormais la possibilité d'un accord commercial équitable avec la Chine. Et en matière de reculade ces derniers jours, on a été servi. Il y a eu d'abord la hausse des taux américains. Continuez sur N4 pendant 3 km. Qu'on calmait Donald Trump, puis les résistances des marchés qui l'ont fait changer d'avis sur Jérôme Powell. Maintenant, est-ce que c'est au tour du consommateur de faire plier le président américain? Débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, ça sera à 7h10, les derniers déroulements sur la guerre commerciale. Ça sera dans un instant dans le journal. Est-ce que c'est le grand retour du marché des crédits carbone? Compliqué, entaché. C'est la fin de la déviation. Le mécanisme permettant l'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre est aujourd'hui boudé par les entreprises. Il y en a une qui y croit, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique à l'occasion de Change Now qui débute aujourd'hui. Elle lance une charte avec une vingtaine d'entreprises. Elle sera notre invitée à 7h45. L'actualité, c'est aussi avec Léo Dumas, les titres de ce matin. Oui, Silver Luxottica profite de ses Ray-Ban connectés. Kering, toujours plus dans le rouge. Et puis Catherine McGregor tient bon sur le renouvelable. 7h30 en pleine guerre commerciale. Bruxelles n'hésite pas à frapper Apple et Meta de l'extorsion économique. Selon la Maison Blanche, fallait-il remettre une pièce dans la machine? Anthony Morel nous expliquera tout. Good Morning Business, c'est parti. Good Morning Business avec aucoffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. Aucoffre.com. Good Morning Business, le journal. Je m'entends très bien avec le président Xi et j'espère que nous pourrons conclure un accord. Sinon, nous fixerons un prix et j'espère qu'ils viendront ici et qu'ils contribueront. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas grave. Voilà Donald Trump hier soir depuis la Maison Blanche, le président américain qui relâche clairement la pression sur la Chine dans sa guerre commerciale et qui laisse entrevoir la possibilité d'un accord équitable, dit-il, avec des niveaux de surtaxe plus raisonnables, Margot Fodéré. Oui, selon les informations du Wall Street Journal, les droits de douane sur les importations chinoises pourraient être redescendus dans une fourchette de 50 à 65%. Aujourd'hui, je vous rappelle que les droits de douane sont fixés à 145%, soit quasiment 3 fois plus. L'administration Trump pourrait même imaginer un système à double vitesse, à savoir des droits de douane de 35% sur les produits ne représentant pas une menace pour la sécurité nationale et des droits de douane d'au moins 100% pour ceux au contraire qui sont jugés stratégiques pour les intérêts américains. Pour le moment, rien n'est fait. D'abord, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a bien fait comprendre que l'objectif n'est pas un accord. Dans 500 mètres, restez sur la voie de gauche pour continuer sur route de Paris, N4. Unilatéral. Autrement dit, l'idée, c'est que les droits de douane baissent des deux côtés du Pacifique et puis surtout, élaborer de tels accords commerciaux prendra des semaines, voire des mois. Évidemment, ça va prendre Restez sur la voie de gauche pour continuer sur route de Paris. du temps, mais la pression monte clairement du côté du consommateur américain. Oui, on le voit déjà d'abord au niveau macroéconomique. Hier, la Fed Continuez pendant 22 km. a publié une étude sur les premiers effets de la guerre commerciale aux États-Unis et il en ressort que les dépenses de consommation hors automobile ont ralenti depuis le début de l'année. Les voyages d'affaires entre les Américains aussi ont diminué, signe que les droits de douane pèsent sur le pouvoir d'achat et sur le moral des Américains. Et puis ensuite, certains secteurs d'activité au sein de l'économie américaine sont particulièrement inquiets car très exposés à la guerre commerciale avec Pékin. C'est le cas par exemple du secteur des jouets puisqu'aujourd'hui 77% des produits qui sont vendus aux États-Unis dans ce secteur sont fabriqués
en Chine et donc les prix risquent vraiment d'exploser. Merci Margot Faudéré. Dans cette attente d'une désescalade entre Washington et Pékin, plusieurs grands groupes ont trouvé la parade pour éviter les droits de douane américains sur les produits chinois. Ils laissent en fait dormir leurs marchandises au Canada, Mathilde Chabinade. Amazon, Walmart, Disney, il parie que les tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine vont baisser d'ici à la fin de l'année. Alors plutôt que de payer 145% de droits de douane en important leurs marchandises chinoises aux États-Unis, ils les stockent en attendant au Canada. L'avantage du Canada, son programme d'entrepôt de stockage des douanes. Il permet de stocker des marchandises dans des entrepôts accrédités, puis de les réexporter, y compris vers les États-Unis, le tout sans payer de droits de douane canadiens. Des dizaines d'entreprises en profiteraient. Les importations en volume depuis la Chine vers le Canada ont augmenté de 50% la semaine dernière. Mais ces entreprises prennent un risque, celui que les droits de douane ne baissent pas. Dans ce cas, elles devront non seulement payer les fameuses taxes pour rapatrier leurs marchandises aux États-Unis, mais aussi les frais de stockage. Au chapitre des résultats, la journée est très chargée aujourd'hui. Et Sidor Luxottica qui profite des Ray-Ban Meta. Oui, le groupe franco-italien affiche des ventes en hausse de 7,3% sur un an au premier trimestre et il confirme ses perspectives pour 2025. Malgré les droits de douane, la direction affirme prendre des mesures de compensation sans en dévoiler la teneur. Alors par contre, pour Kering, c'est très compliqué. Mais avec des ventes en baisse de 14% sur un an, sous les 4 milliards d'euros au premier trimestre, le groupe est encore plombé par sa marque Gucci qui recule de 25%, le tout sous les attentes du marché. Kering qui tient aujourd'hui son assemblée générale et le groupe de luxe se prépare à prendre le contrôle de la marque italienne Valentino dès l'année prochaine. Son actuel propriétaire, le Qatar, pourrait en face devenir un actionnaire important de Kering qui est plombé par son cours de bourse, Mathieu Pechberti. La prise de contrôle de Valentino va coûter plus cher que prévu à Kering. Le groupe de luxe en détient 30% depuis 2023. Il doit racheter le solde de 70% au Qatar l'année prochaine. Jusqu'ici, il prévoit d'offrir 2,5% de son capital au propriétaire de la marque italienne pour limiter sa sortie de trésorerie. Mais depuis 2 ans, son cours de bourse a été divisé par 3. S'il veut éviter de verser 1 milliard d'euros de plus en cash, il va devoir lui offrir 2 fois plus d'actions. Le Qatar pourrait alors détenir 5% du capital, ce à quoi Kering n'est pas opposé, nous explique une source proche du groupe. Les 2 actionnaires de Valentino envisagent un partenariat stratégique plus large. Le Qatar souhaite développer des parfums grâce au savoir-faire de Kering et réaliser ensemble des acquisitions immobilières. Selon nos informations, il y a 2 ans, il a acheté sur les marchés des actions du groupe de luxe pour entamer son entrée au capital. Et s'il monte jusqu'à 5%, la famille Pinault pourrait même lui ouvrir les portes du conseil d'administration de Kering. Une autre assemblée générale cet après-midi, celle d'Engie. Les actionnaires énergéticiens devraient largement reconduire Catherine McGregor à la direction générale. Un nouveau mandat de 4 ans qu'elle compte utiliser pour accélérer davantage dans la transition énergétique malgré les vents contraires, Raphaël Couder. C'est un second mandat à haut risque que s'apprête à débuter Catherine McGregor. Son principal défi sera de maintenir le cap de la transition énergétique entamé il y a 4 ans. Alors que plusieurs de ses concurrents freinent leurs investissements dans les énergies renouvelables, Engie prévoit, lui, de poursuivre son expansion dans ce domaine. Pour y parvenir, Catherine McGregor devra trouver le chemin de la rentabilité dans un secteur certes en plein boom, mais qui fait face d'une part à une envolée des coûts et d'autre part à une montée de l'incertitude sur le plan géopolitique, en particulier aux États-Unis. Dans le même temps, la dirigeante va devoir gérer le déclin du gaz dans le portefeuille d'Engie, alors que cette énergie représente radar fixe à 1000 mètres. une part très importante dans les ventes du groupe. Enfin, dernier défi et non des moindres, le dossier du nucléaire belge, une activité dont le groupe souhaite à terme sortir complètement, mais il faudra composer avec la nouvelle coalition au pouvoir en Belgique qui entend de son côté relancer 2 réacteurs jusqu'en 2045 et repousser la fermeture de plusieurs autres sites. Voilà, les résultats de Thales, de Renault, de BNP Paribas sont en train de tomber. Tim Brack nous dira dans la prochaine heure tout ce qu'il faut retenir. Autre assemblée générale aujourd'hui qui s'apparente à un référendum en Italie, c'est chez Generali que les actionnaires vont se prononcer sur la reconduction du PDG Philippe Donnet. Radar fixe à 100 mètres. Le Français qui porte le projet de fusion avec Natixis dans la gestion d'actifs, mais l'accord est contesté par 2 des plus influents actionnaires du groupe italien. Et puis renouvellement à suivre également pour Thomas Buberl à la tête d'AXA. Le conseil d'administration de l'assureur fait savoir qu'il proposera un nouveau mandat de 4 ans pour son directeur général. Vote prévu cette fois lors de l'Assemblée générale en 2026. On va beaucoup parler décarbonation ce matin, notamment parce que c'est l'ouverture de Change Now au Grand Palais à Paris. Focus sur la décarbonation des poids lourds et du transport de marchandises. Et plein
défi, à commencer par le coût d'un camion électrique, toujours 3 fois plus cher qu'un diesel. Autre enjeu, le déploiement des stations de recharge, enjeu sur lequel c'est la Belgique qui est en avance, comme on le voit dans ce reportage de Nathan Cocampo sur place. En Belgique, les camions électriques sont une réalité. Celui-ci sera chargé en même pas une demi-heure. Le plus grand centre de recharge pour poids lourds électriques, 20 bornes sur le port d'Anvers, une implantation stratégique pour Milans, co-entreprise de constructeurs de poids lourds comme Daimler ou Volvo. Koen Noyens, chef des affaires publiques. Ça c'est une site ou un autre site à Anvers et un autre site à Venlo. Donc d'ici jusqu'à Essen, Duisburg, tu peux déjà aller avec un camion électrique. Objectif, 1700 points de recharge publique en Europe d'ici à 2027, de quoi accompagner la montée en puissance des camions électriques qui ne représentent aujourd'hui que 2% des poids lourds, un tiers d'ici 10 ans selon Milans. Le grand défi de cette station, c'est la puissance nécessaire pour charger le camion en seulement 30 minutes avec une autonomie d'au moins 400 km pour optimiser au maximum le trajet. Des chargeurs installés par le groupe Equans qui souligne l'importance de la puissance publique. Marc Dirks, CEO d'Equans Belux. Il y a beaucoup de voitures électriques de société en Belgique parce qu'en 2026, il y a une législation qui interdit d'acheter encore des voitures combustibles et ce genre de réglementation accélère énormément le changement du parc voiture. 4 sites ont déjà ouvert en France, à Rouen, Béziers. Tout type de camions peuvent venir se recharger avec des infrastructures pour les routiers comme dans les stations-service habituelles. 7h09 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Ce soir, ne ratez pas un événement, ça sera dans Tech & Co à 21h. François Sorel reçoit Michel Polnareff. Radar fixe à 500 mètres. Bref, pourquoi? Parce qu'il est fan de technologie et qu'il va lancer une version avatar de lui-même. Ne ratez pas cet événement ce soir. Radar fixe à 300 mètres. Sur BFM Business, 21h, la bourse. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. Radar fixe à 100 mètres. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous. Votre rendez-vous avec Demepool, réseau d'experts en déménagement pour entreprises et collaborateurs. Demepool, la force tranquille. Étienne Braque depuis la salle des marchés de BFM Business. Étienne, hier c'était journée reprise à Wall Street. Journée de reprise avec un double moteur ces dernières heures, reculade de Donald Trump dans l'escalade commerciale et puis des résultats d'entreprises qui sont au rendez-vous. Vous avez notamment Boeing qui a clôturé sur une hausse de 6% hier soir à Wall Street, plus 5% pour Tesla. Plus de résultats également aujourd'hui à la Bourse de Paris puisque vous avez plus de 15 sociétés du CAC 40 qui dévoilent leur chiffre d'affaires sur cette seule journée de jeudi. Là, ces dernières minutes, vous venez d'avoir Renault, BNP ou encore Thales. Renault qui publie un chiffre d'affaires stable, qui confirme ses prévisions pour cette année. BNP également qui confirme ses prévisions avec des résultats qui sont en ligne avec les attentes du consensus, quand Thales est porté bien sûr par le contexte et publie un chiffre d'affaires, des prises de commandes supérieures aux attentes. À noter que pour l'instant aux États-Unis, 110 sociétés du S&P 500 ont dévoilé leurs résultats et sur ces 110 sociétés, 75% d'entre elles ont battu les attentes, avec même un consensus qui a revu ces derniers jours en légère hausse ces attentes, puisque au début du mois vous avez un consensus qui s'attendait à une hausse de 8% des ventes au premier trimestre et désormais ce consensus attend 8,4% de progression des ventes aux États-Unis en ce qui concerne le S&P 500. Un mot du pétrole, Étienne. Pétrole qui est très volatile ces dernières heures, moins 2% hier soir pour un baril de Brent, le baril de Brent qui est redescendu sous les $66, avec des informations de Reuters qui évoquent que l'OPEP+ va bel et bien augmenter sa production au mois de juin, sachant qu'il y a déjà une augmentation qui est prévue au mois de mai. Donc vous voyez que malgré un contexte qui est très incertain, l'Agence internationale de l'énergie qui a même revu son objectif pour cette année, avec certes une demande de pétrole qui sera toujours importante en 2025, mais d'une façon moins importante qu'anticipée, des membres de l'OPEP+, à commencer par l'Arabie Saoudite, qui veulent produire encore et toujours plus de pétrole pour concurrencer notamment les États-Unis, qui ne font pas partie de l'OPEP+, et donc une guerre des prix qui est toujours présente dans le secteur pétrolier, avec des parts de marché bien que l'OPEP+ ne souhaite pas perdre et qui est donc prêt, notamment en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, à continuer à forer du pétrole pour garder des parts de marché toujours importantes. C'est pas la guerre commerciale, c'est la guerre pétrolière. Merci beaucoup Étienne. Le débat entre Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Good Morning Business, le débat. Walmart, Home Depot, le secteur du jouet, sont pour avoir alerté sur l'impact des droits de douane directement sur leur vente. D'autres questions ce matin, est-ce que c'est le consommateur américain qui fait reculer Donald Trump? Radar fixe à 300 mètres.
Trump sur les droits de douane, notamment auprès des Chinois, Nicolas. Grande chance qu'il y participe. Et souvenez-vous d'ailleurs, je crois que c'est radar fixe à 100 mètres. Plus d'un mois, on avait dit, mais probablement que les vraies résistances contre Donald Trump, qui pourraient le faire reculer, plier viendront de l'intérieur des États-Unis. Le consommateur à cause des prix, le producteur à cause des coûts de production, et la réserve fédérale à cause de la politique monétaire. C'est marrant, la séquence réserve fédérale, on vient de la vivre, et là on vit une séquence consommateur. Et alors, ce qui est avec des taux aussi, voilà, mais voilà. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que, oui, on aurait pu mettre effectivement le marché, on a un quatrième acteur, enfin qui n'est pas vraiment interne, enfin qui joue sur l'interne, puisque le taux long souverain de l'Amérique, ça compte. Et enfin, les éléments de marché avec le dollar, bien sûr. Mais là, c'est hyper. Et en fait, Trump, il a besoin de concret. On nous raconte quand même que le 9 avril, quand il recule, c'est notamment en partie parce qu'il écoute Fox News et qu'il voit son pote Jamie Dimon qui explique que waouh, attention, doucement les basses, il ne faudrait pas aller trop loin, trop vite, trop fort. Et là, c'est hyper concret. Il y avait qui? Il y avait Douglas Macmillan de Walmart, Brian Cornell de Target et Edward Decker de Home Depot, lui du jardin de la maison. On va dans le mur si on continue comme ça, Monsieur le Président, il n'y aura pas de jouets sous le sapin. Il y a 3 milliards de jouets qui sont vendus tous les ans aux États-Unis, viennent quasiment tous de Chine. 4 mois de stock et après voilà, donc soit les prix vont vraiment monter, Monsieur le Président, soit dans quelques mois nos rayons sont vides. Ah, c'est tellement concret tout d'un coup. Noël, c'est concret. Voilà, oui, effectivement, ils ont dit, le message a été de dire on va manquer Noël, Monsieur le Président. Et il y a le patron d'une enseigne de vêtements qui dit nuire à ceux qui ont voté pour vous n'est pas forcément la meilleure solution. Il y a un autre patron d'enseigne de jouets qui a dit mais pourquoi vous taxez les enfants? Ce sont des phrases pratiquement aussi simples que on va être très gentil parce qu'ils vont être très gentils. Quand il parlait de Donald Trump, de sa relation avec les Chinois. Et bon, là, vous avez une enquête qui a été sortie par un lobbying du secteur de la fédération du secteur de la distrib. Ils sortent une enquête, c'est vraiment le résultat va dans le sens de ce qu'ils veulent dire. Enfin, ils indiquent qu'à ce rythme-là, on parle bien de ce rythme-là, c'est 145% versus 125%. 96% des petites et moyennes structures de la distribution aux États-Unis sont menacées de mettre la clé sous la porte. C'est quand même hyper concret, hyper rapide et hyper violent. Jean-Marc Daniel, Donald Trump, il permet de refaire de la théorie économique. Alors par l'absurde, mais au moins on revient toujours aux bases. À la fin, c'est le consommateur qui gagne. Oui, c'est le consommateur qui est menacé et donc qui réagit. Parce que radar mobile à 500 mètres. Consommateur, il est aussi électeur. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le diagnostic, je l'ai déjà répété sur cette antenne, mais je maintiens... Radar mobile à 300 mètres. Le diagnostic sur l'économie américaine, c'est qu'une économie qui vit au-dessus de ses moyens. Ce n'est pas une économie performante, contrairement à ce qu'on nous raconte, rapport Draghi, ceci, cela. C'est une économie qui est en incapacité de... Radar mobile à 100 mètres. Satisfaire les besoins de sa population. Et donc par rapport à ce diagnostic, la réponse de Donald Trump, c'est il faut faire une politique qui corrige ça, c'est-à-dire qui, à un moment donné, in fine, finira par pénaliser le consommateur. C'est d'ailleurs ce que dit Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Il dit, écoutez, il faut retrouver le sens de l'épargne, il faut retrouver le sens de la mesure, il faut retrouver le sens d'une certaine forme de recul protestant par rapport à la consommation. Tout un discours qui masque une politique d'austérité. Alors la politique d'austérité violente par les droits de douane qui consiste à augmenter les prix, cette politique effectivement est en train d'être remise en cause par l'entourage de Donald Trump en disant ça va provoquer des faillites, ça va provoquer une baisse du pouvoir d'achat, mais de toute façon à un moment donné il faudra bien que les Américains comprennent que quand on représente les 2/3 des déficits commerciaux mondiaux, on est la première économie mondiale, les États-Unis, on est censé être à la frontière technologique, on est supposé représenter 1/4 de l'économie mondiale, mais on représente les 2/3 du déficit commercial mondial. C'est-à-dire que concrètement, on est vraiment dans une économie qui est une économie qui dans la fuite en avant. Alors le consommateur, il va d'autant plus corriger l'attitude de Donald Trump, c'est que le grand bénéficiaire de ce déficit commercial, c'est l'électeur de Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, il a en face de lui des gens qui ont voté pour lui et qui vont chez Walmart. Et chez Walmart, il y a des produits chinois. C'est ce que dit l'économiste Nicolas Grégory Benkiu. Il dit, l'électeur démocrate, il vit en euros. L'électeur républicain, il vit en yuan. Parce qu'il dit, moi, électeur démocrate, traditionnel, je bois du Chablis, j'ai une Audi, je suis habillé par Hugo Boss, et je passe... C'est intéressant comme... Je passe les vacances en Toscane. Mais ma secrétaire ou la personne qui passe l'aspirateur dans mon bureau, elle va chez Walmart où elle achète des biens chinois, ce sont des produits chinois. Et donc, cogner
cogner sur les Chinois en priorité, c'est cogner sur son électorat. On est à 1 an et demi des midterms, c'est déjà la campagne électorale. Il y a déjà au sein du Parti républicain des gens qui disent il faut surtout se démarquer de Donald Trump. Donc Donald Trump, eh bien, il va être obligé de corriger tout ça, sachant que le problème est toujours là. Les Américains continuent à vivre au-dessus de leurs moyens. Corriger ce qu'il a lui-même mis en place. Oui, absolument. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit Jean-Marc, sauf une chose. Quand il dit l'Amérique n'est pas performante, j'aimerais que la France soit aussi peu performante que l'Amérique aujourd'hui, par exemple. Il y a des éléments. Vous voyez Jean-Marc sur le rapport Draghi. Non, mais il y a des éléments effectivement de déséquilibre, les déficits jumeaux lunaires de l'Amérique et les déséquilibres financiers lunaires. Il y a des éléments de performance aux États-Unis qui ne sont pas totalement dégueulasses. C'est parfois plus belle qu'elle n'est. Bon, mais on pourra refaire performance de l'Amérique versus. Et vous regarderez tous les replays de Jean-Marc où il parle du rapport Draghi. Il en dit beaucoup de mal. Voilà. J'ai du l'Amérique comme modèle. J'ai du mal à acheter l'idée que l'Europe est super excédentaire. Non, les Pays-Bas et l'Allemagne sont super excédentaires. Et l'Italie. Allez, on va partir. Et un peu l'Espagne. Bon, allez, on va vous voulez qu'on fasse un deuxième sujet? Non, parce que là, on va parler de l'Équateur. On parle très rarement de l'Équateur. Focus ce matin sur l'Équateur dans Good Morning Business. Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview. Pays entre la Colombie et le Pérou. On parle peu souvent de l'Équateur, pays qui sort d'une élection présidentielle, qui s'enfonce dans la violence gangrénée par le trafic de drogue. Le taux d'homicide est passé de 6 pour 100 000 habitants en 2018 à 38 en 2024. On était même à un record en 2023. Notre invité, c'est Jean-Jacques Kourlianski. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes, chercheur à l'IRIS. Non, je ne suis pas chercheur à l'IRIS, je suis désolé. Eh bien, c'est pas grave. Alors, donnez-moi votre carte de visite. Effectivement, vous êtes de la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que vous êtes quand même rédacteur en chef de la revue Espace Latino? Je suis membre du conseil de rédaction. Bon, alors on y va. On parle de l'Équateur. Maintenant qu'on sait qui vous êtes, on parle de l'Équateur. Quand je fais ce portrait du pays assez noir en disant qu'il est gangréné aujourd'hui par la violence et la drogue, est-ce que c'est juste ou pas? C'est nouveau. Jusqu'en 2018-2019, l'Équateur passait pour une oasis de calme et de tranquillité en Amérique latine, et brutalement ça a commencé à la frontière nord entre l'Équateur et la Colombie avec des dissidents des FARC, et ensuite il y a eu dans les prisons beaucoup de soulèvements de prisonniers, des réponses assez brutales du gouvernement, et ensuite ça s'est répandu effectivement, comme vous l'avez signalé, avec des taux d'homicides qui sont parmi les plus élevés d'Amérique latine. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup surpris en Équateur bien sûr, mais hors de l'Équateur, et beaucoup se sont posé la question: qu'est-ce qui se passe en Équateur? Pourquoi aussi brutalement il faut regarder une carte. L'Équateur se trouve entre la Colombie au nord, qui est bien connue pour la présence de la culture de la cocaïne, du trafic de la cocaïne, le Pérou au sud un peu moins, mais c'est vrai aussi. Et l'Équateur a une particularité, c'est le premier producteur exportateur de bananes au monde. Donc il y a des ports avec beaucoup de bateaux, des ports qui sont équipés, il y a des conteneurs, et c'est pour beaucoup à travers de ces ports, à travers des conteneurs qui transportent la banane, que les trafiquants de drogue se sont dit pourquoi pas utiliser l'Équateur comme plateforme radar fixe à 1000 mètres. Logistique nos exportations de cocaïne vers l'Europe, notamment l'Afrique, l'Europe, accessoirement les États-Unis. Qui plus est, comme il n'y avait pas de tradition de violence, la police, a priori, dans les premiers temps, ça évoluait un petit peu, était totalement inexpérimentée et pas du tout équipé pour faire. Dans 600 mètres, prendre à droite sur rue de Villiers-Saint-Georges, D60. Face à cette situation. Charles Lollet, mais tout ça, il y a eu une élection présidentielle. Oui, une élection présidentielle contestée. On en est, l'Union européenne estime radar fixe à 100 mètres. Donc les résultats ne sont pas forcément fiables. On en est au moment où on se parle. Le président Noboa n'a pas l'intention de prendre à droite sur rue de Villiers-Saint-Georges, D60, puis tourner à gauche. De partir? Les élections... ce sont des élections comme au Venezuela, c'est-à-dire... Tournez à gauche, puis votre destination se trouvera sur la droite. Que l'élection en elle-même, il n'y a pas fraude, tout est informatisé. Bon, le problème, c'est ce qui se passe avant.
C'est-à-dire que l'État, l'appareil d'État met tout son poids en faveur du candidat sortant. Votre destination se trouve sur la droite. Qui ne respecte pas la Constitution, le code électoral. Donc on l'avait déjà constaté au Venezuela, on le constate aujourd'hui en... Bonjour. Bonsoir. Oui. Tu pars à quelle heure? Attendez, je pars vers 5-6 heures. Tu te mets pareil que lui, côté herbe. Côté herbe. Et juste... il faut qu'elle soit à côté du sens interdit. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. 7 heures, tu m'as dit? 7 heures, 6 heures, 7 heures. 7 heures,